vais vous parler aujourd'hui plus précisément de la façon dont nous prenons en charge les femmes victimes de violences. Nous avons des assistantes sociales, nous avons des psychologues, nous avons des infirmières, des puéricultrices qui sont des infirmières spécialisées comme vous le savez, et tout ce personnel fait partie intégrante du CHU de Bordeaux. Nous hébergeons également des associations de victimes habilitées par le ministère de la Justice et jusqu'à cet instant, nous n'avons pas de juristes car ce sont ces associations qui vont faire des consultations juridiques. Il y a donc deux catégories de victimes, celles qui ont porté plainte auprès de la police ou la gendarmerie et celles qui viennent directement car l'ancienneté et les réseaux que nous avons forgés au fur et à mesure des années qui se sont écoulées font que ce centre est très connu, au moins dans le département de la Gironde et plus encore. Les femmes qui vont porter plainte sont orientées vers le centre, comme partout en France, les victimes qui ont porté plainte sont orientées vers une UMJ. Et c'est le point commun avec les UMJ. Ensuite, il y a une consultation médico-légale dans le cadre d'une réquisition judiciaire et jusque-là, c'est la spécialité de médecine légale qui officie. Si cette personne a un problème psychologique ou si nous ressentons que nous avons besoin d'un avis spécialisé pour permettre de qualifier l'incapacité temporaire de travail personnel, la fameuse ITT, à ce moment-là, nos psychologues vont nous aider, mais cette personne peut également avoir des problèmes sociaux, des enfants, des problèmes conjugaux, ne pas vouloir rentrer dans le même foyer que son compagnon. Et à ce moment-là, nos assistantes sociales vont trouver éventuellement des hébergements, des placements, voire des hôtels en urgence. La particularité du centre de Bordeaux est que nous avons plusieurs sortes de procédures particulières voulues par le garde des Sceaux de 1998. La première procédure est assez simple. Pour éviter aux victimes de faire le parcours du combattant, si elles arrivent directement, sans avoir porté plainte, et qu'elles sont désireuses de donner des suites judiciaires aux faits de violence dont elles ont été victimes, nous pouvons amorcer une procédure judiciaire depuis notre centre. Ces procédures, quelles sont-elles? La première, lorsque la victime a été atteinte d'une violence d'une particulière gravité, c'est-à-dire soit l'ITT dépasse 8 jours, soit il y a eu des circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes sont celles décrites dans le code pénal, violence avec usage d'une arme, violence en famille au sens très large du terme, même si c'est un concubin ou un ex-concubin, violence par ascendant, descendant, violence par personne ayant autorité. Enfin, finalement, beaucoup de cas de figure sont couverts par cet article du Code pénal qui aggrave les peines et qui va envoyer en correctionnel les auteurs. Lorsque donc la victime se présente avec une violence qui revêt cette particulière gravité, nous contactons l'officier de police judiciaire et nous pouvons amorcer une procédure. L'officier de police judiciaire va nous envoyer une réquisition. Nous allons procéder aux constatations tout comme si la personne avait porté plainte avant et nous allons prendre un rendez-vous avec l'officier de police judiciaire pour qu'elle aille porter plainte en sortant de notre centre. En définitive, on a renversé les choses, c'est-à-dire que si elles vont porter plainte, elles sont adressées chez nous, mais si elles arrivent chez nous en première intention, nous les adressons avec un rendez-vous personnalisé avec un officier de police judiciaire. Et quand elles se présentent, elles ont leur constatation avec leur ITT, elles savent qu'elles ont rendez-vous avec M. Durand à la porte 343 au commissariat central de police et de ce fait, elles sont canalisées, elles sont accompagnées, elles sont guidées, elles ne répètent pas 20 fois la même chose et elles sont sécurisées dans ce parcours qui paraît monstrueux pour des victimes et qui est parfois mal compris et leur fait très peur. Il y avait avant cette structure beaucoup de femmes qui étaient violentées à plusieurs reprises par leur entourage, qui ne portaient pas plainte pendant plusieurs fois
et qui se déterminaient à porter plainte, pas forcément sur les violences les plus parlantes, entre guillemets. Et il n'y avait jamais de constatation, il n'y avait jamais d'antériorité. Donc, elles avaient beau dire qu'elles étaient victimes de violences itératives, elles n'avaient qu'un seul dossier de la violence du mois d'avril 2016, par exemple, alors que c'était des violences qui se répétaient dans le temps. Nous avons la possibilité de conserver ces dossiers. S'il y a besoin d'un suivi psychologique, nous allons passer la main à des structures, là encore, de terrain, mais nous passons effectivement le relais. Le relais ne va pas tomber dans le vide entre deux personnes. Donc parfois, pour passer ce relais, nous avons besoin de rencontrer la victime à plusieurs reprises. Nous faisons également une gestion en urgence. Nous faisons des placements, nous avons des hébergements, mais là encore, vous voyez bien que c'est de l'urgence, ce n'est pas du long terme. Le but, donc, est de passer des relais aux acteurs de terrain qui existent. La deuxième procédure COVA est en réalité la même que la première. La seule chose, c'est que quand la victime soit habite très loin, soit va rester à l'hôpital pour des soins, nous pouvons faire venir les enquêteurs pour prendre la plainte sur place. La troisième procédure, qui est sans conteste la plus innovante, consiste à pouvoir ouvrir un dossier conservatoire pour les victimes de violences intrafamiliales, des femmes battues, ou des victimes d'agressions sexuelles. Que se passe-t-il? C'est la seule circonstance dans laquelle les médecins légistes travaillent en dehors d'une procédure judiciaire, puisque dans le cas normal, les gens portent plainte, ils viennent chez nous. Dans le deuxième cas, ils viennent chez nous et nous les accompagnons pour porter plainte. Et donc, dans ce troisième cas, il n'y a pas de plainte. Nous sommes totalement en dehors d'une procédure judiciaire. Néanmoins, nous pouvons conserver des dossiers qui comprennent les constatations médicales, les constatations psychologiques le cas échéant, le travail de l'assistante sociale le cas échéant aussi, éventuellement des prélèvements en cas d'agression sexuelle, et tous ces éléments sont conservés sous des faux scellés, puisque ce ne sont pas des scellés judiciaires, mais nous les conservons pendant 3 ans. Nous leur remettons un document signé du procureur de la République qui indique que dans cette période de 3 ans, si les victimes veulent relancer ou porter ces constatations en justice, qu'il s'agisse de la justice pénale ou de la justice civile, eh bien, nous produirons ces dossiers. En fait, les perspectives que j'aimerais développer, ce serait une prise en charge, un suivi un peu plus continu, au moins sur le plan psychologique. Alors, pas des thérapies, mais un suivi psy, parce que j'ai le sentiment qu'entre nous et les relais que nous passons, il y a quand même des perditions, et il y a des femmes qui échappent pour des raisons diverses et variées à cette prise en charge. Et dans les viols, par exemple, bien évidemment, nous menons de front les constatations judiciaires à visée judiciaire, les prélèvements à visée judiciaire, mais bien sûr aussi, nous sommes un centre de référence en matière d'agression sexuelle et nous menons de front la prise en charge médicale, les recherches de maladies sexuellement transmissibles, la pilule du lendemain, la trithérapie, etc.